Je me tiens seul, dans un coin tranquille du gala de la Fondation Métropolitan, prenant un moment pour respirer. Les lustres scintillants captent les paillettes de ma robe de soirée bleu nuit, projetant de minuscules prismes sur ma peau. Autour de moi, l'élite de New York se mêle et rit, leurs voix se fondant en un bourdonnement singulier, fait de privilèges et de pouvoir. Quelque part dans cette foule, Elias anime la soirée avec son charme naturel, nouant des liens qui profiteront à son fonds d'investissement. Ces événements m'épuisent. J'ai appris à y naviguer avec une assurance bien rodée, mais ce soir, j'avais besoin d'un moment de solitude. Juste 5 minutes pour me recentrer, avant de replonger dans la danse soigneusement chorégraphiée des conversations légères et du réseautage stratégique. Mon Dieu! Regarde! L'article défectueux a réussi à entrer. La voix tranche mon moment de paix, comme une lame. Je me fige, sans me retourner, espérant avoir mal entendu. Comment est-elle arrivée ici? Une deuxième voix, plus aiguë, remplie d'une fausse surprise. Mère, tu n'as pas invité cette honte, n'est-ce pas? Une troisième voix, dégoulinant d'un mépris familier. Mon cœur bat à tout rompre contre mes côtes, alors que je me tourne lentement pour faire face aux voix qui hantent mes cauchemars depuis 12 ans. Elles sont là, exactement comme dans mes souvenirs, bien que le temps ait gravé des rides plus profondes autour des yeux froids d'Eleanor Robinson. À côté d'elle, ma sœur Séraphina me regarde comme si j'étais quelque chose qu'elle avait trouvé sous la semelle de sa chaussure de créateur. J'essaie de m'éloigner, de m'échapper pour retrouver la sécurité de la foule où Elias m'attend, mais Séraphina se place directement sur mon chemin, bloquant ma sortie. Regarde-toi, à essayer de prétendre que tu as ta place ici, siffle-t-elle, me saisissant le bras avec une force surprenante, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma peau. La pièce devient floue, et soudain, j'ai de nouveau 18 ans, pressé contre le mur du couloir de la maison de notre enfance, le visage de Séraphina à quelques centimètres du mien. Tu n'es qu'une garce jalouse, avait-elle crié à l'époque, après que j'ai découvert un relevé bancaire montrant l'argent de mon fonds en fiducie sur son compte. Je chasse le souvenir d'un clignement d'yeux, me forçant à revenir au présent. Avec un calme délibéré, je dégage mon bras de son emprise, en me redressant. Pardon, est-ce que nous nous connaissons, je demande, ma voix stable malgré le tremblement qui menace de submerger mon corps. Eleanor halète, sa main se portant au collier de perles à sa gorge. La bouche de Séraphina s'ouvre en grand, son maquillage parfait incapable de dissimuler la fureur qui monte sous sa peau. Comment oses-tu? Eleanor s'avance, pointant un doigt vers ma poitrine. Toi, avec juste un diplôme de fin d'études secondaires. Je suis ta mère. Mère. Ce mot qui devrait évoquer la chaleur et la protection, me remplit au contraire d'une douleur creuse. Pendant des années, j'ai construit ma vie, mon entreprise, mon identité même, en leur prouvant qu'elles avaient tort, en prouvant que je n'étais pas l'enfant défectueuse qu'elles m'avaient étiqueté, tandis que Séraphina était exhibée comme l'enfant prodige. Pourtant, quelque part au fond de moi, une petite partie de moi tressaille encore à leur jugement, remet encore en question ma propre valeur, d'une manière que tous mes succès n'ont pas encore totalement effacé. Y a-t-il un problème ici? Le docteur Arthur Robinson apparaît aux côtés d'Eleanor, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, la même silhouette imposante qui, un jour, a fait glisser des papiers juridiques sur son bureau pour que je signe l'abandon de mon avenir. À côté de lui se tient un homme grand, aux cheveux sombres, d'une trentaine d'années, qui observe la scène avec une confusion croissante. Preston, mon chéri. Séraphina pivote immédiatement, sa voix se transformant en une supplique mielleuse. 7. Personne suspecte. Elle s'est introduite. La sécurité doit la faire sortir immédiatement. Preston Vance 3. Je reconnais le nom des cercles d'affaires. Il alterne son regard entre Séraphina et moi, le front plissé. Je ne suis pas sûr, commence-t-il, mais le docteur Robinson le coupe d'un geste dédaigneux. La sécurité devrait être prévenue, acquiesce mon père, me regardant non pas comme sa fille, mais comme une intruse importune, ses yeux froids et cliniques, comme s'il examinait un spécimen particulièrement décevant. Le regard de Preston s'attarde sur moi, et la reconnaissance se dessine lentement dans ses yeux. Attendez. N'êtes-vous pas Carlin, te voilà. La voix profonde d'Elias porte une chaleur qui brise la glace de cette confrontation. Il apparaît à mes côtés, sa haute stature imposant un respect immédiat dans son smoking parfaitement taillé. Sa main trouve le creux de mon dos, une présence stable et rassurante. Ma famille se tait, momentanément déstabilisée par ce développement inattendu.
Je saisis l'éclair fugace d'un moment plus tôt dans la soirée, Elias ajustant sa cravate dans notre pentouse, les yeux inquiets, me demandant si j'étais vraiment d'accord pour y assister, sachant qu'il serait là. Je sais qu'il parraine une table ce soir, avait-il dit, la voix douce. J'avais répondu avec une fausse bravade. Je vais bien, Elias. Ce ne sont que des étrangers, maintenant. Comme je m'étais trompé. Eleanor se reprend la première, ses instincts sociaux prenant le dessus alors qu'elle évalue la richesse et le pouvoir évident d'Elias. Elle s'avance, lui tendant la main. Monsieur, vous ne comprenez pas avec qui vous êtes, dit-elle, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Elle me désigne d'un coup de poignet dédaigneux. C'est notre fille aînée, problématique. Juste un diplôme de fin d'études secondaires, aucune ambition, un parasite. Elias ne prend pas sa main. Son expression reste neutre, mais je sens la tension dans son corps, à côté du mien. Nous avons dû la chasser de la maison il y a 12 ans, pour notre propre santé mentale. Eleanor assène ce coup final avec la précision exercée d'un scalpel de chirurgien. La pièce semble retenir son souffle. Mon expression reste maîtrisée, des années de négociations en salle de conseil m'ont appris à masquer mes réactions, mais mes mains commencent à trembler le long de mon corps, seul signe extérieur de la tempête qui fait rage en moi. Je sens Elias bouger à côté de moi, et je sais que ce qui va suivre changera tout. Je ne peux plus respirer, alors que les mots de mon père résonnent dans mon esprit. Le gala de la Fondation Métropolitan autour de moi s'estompe en gris, et soudain, j'ai de nouveau 18 ans, assise dans le bureau lambrissé de mon père. C'est ton fonds en fiducie de tes grands-parents, dit le docteur Arthur Robinson, en faisant glisser des papiers juridiques sur son bureau en acajou. Son ton est méprisant, comme si nous discutions de quelque chose d'aussi trivial qu'une liste de courses. Signe juste ici, et nous l'investirons pour ton avenir. Mon moi plus jeune hoche la tête, le stylo en suspens au-dessus de la ligne de signature. Je me souviens du poids de ce stylo main-blank dans ma main, de l'importance que cela m'a fait ressentir, d'être incluse dans les affaires financières de la famille. Confiante. Naïve. Je griffonne mon nom sur la ligne pointillée, sans lire les petits caractères. Alors que je rends les papiers, un mouvement dans le couloir attire mon attention. Sérafina se tient juste à l'extérieur de la porte, une couturière agenouillée à ses pieds, épinglant l'ourlet d'une robe en ivoire élaborée, ornée de perles cousues à la main. Ma sœur me lance un sourire narquois par-dessus la tête de la couturière. Pour le bal des débutantes de Westchester, le mois prochain, explique Eleanor, apparaissant derrière Sérafina. Elle sera la reine de la soirée. La prise de conscience s'abat sur moi comme une eau glaciale. Les 150 000 € de l'argent de mes grands-parents, explicitement destinés à mon éducation, s'écoulant plutôt en soie et en perles pour ma sœur. Les soudaines préoccupations financières qui signifiaient que je n'étais de toute façon pas faite pour l'université. Le mystérieux investissement acquis n'avait malheureusement pas fonctionné. Que des mensonges. Le fonds en fiducie n'a jamais été investi. Il a été volé. 3 semaines plus tard, je me retrouvais sur notre porche, 2 valises à mes pieds, les derniers mots de ma mère brûlant encore dans mes oreilles. Tu n'arriveras jamais à rien, Carlin. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour le succès. Une pression ferme sur mon bras me ramène brutalement au présent. Elias se tient à côté de moi, les yeux remplis d'une inquiétude silencieuse. Autour de nous, le gala continue, les verres en cristal teintent, les riches mécèneries, tous inconscients de la guerre qui se déroule dans ce coin tranquille. Preston Vance me dévisage, son expression passant de la confusion au choc. Il s'éloigne légèrement de Sérafina, créant une distance physique qui reflète son détachement émotionnel croissant. Arthur. Eleanor. Arrêtez. Sa voix porte une autorité tranquille. Avez-vous la moindre idée de qui elle est? Mes parents échangent des regards perplexes, clairement déstabilisés par cette réaction inattendue de leur futur gendre. La main de Sérafina se resserre possessivement autour du bras de Preston. De quoi parles-tu, exige-t-elle. Ce n'est personne. L'instant reste suspendu, comme la seconde avant que la foudre ne frappe. Elias s'avance, sa main trouvant le creux de mon dos. Le contact me rassure, me rappelle qui je suis maintenant, pas celle qu'ils ont essayé de faire de moi. Je suis Elias Thorne, dit-il, la voix calme mais suffisamment résonnante pour capter l'attention. Et voici ma femme, Carlin Robinson, la fondatrice et PDG de Datasphere Analytics. Les mots ont un impact physique. La bouche d'Eleanor forme un boho parfait,
son rouge à lèvres soigneusement appliqué semblant soudainement criard sur sa peau qui pâlit. Les épaules de mon père se raidissent, la première fissure dans sa façade impérieuse. C'est impossible, marmonne-t-il, mais la conviction dans sa voix a déjà commencé à faiblir. Je les observe digérer cette information, ces deux personnes qui ont orchestré mon exclusion avec une précision si calculée. Eleanor, qui a convaincu tout le monde, y compris moi-même, que j'étais fondamentalement défectueuse. Arthur, qui a permis chacune de ces manipulations, tout en se servant de l'argent destiné à assurer mon avenir. Avant d'être ma femme, poursuit Elias, la fierté évidente dans chaque syllabe, elle a été la meilleure fondatrice dans laquelle mon fonds est jamais investi. Je lui ai fait un chèque d'amorçage de 2 millions d'euros il y a 7 ans, basé sur un algorithme qu'elle a écrit elle-même, après avoir appris à coder toute seule. Preston a l'air physiquement malade. Il jette un coup d'œil à sa montre, comme si elle pouvait lui offrir une échappatoire à cette catastrophe qui se déroule. Monsieur Thorne est l'un des plus gros clients de notre cabinet. Le visage de Serafina se tord de confusion. Qu'est-ce que ça a à voir avec Datasphere, interrompt Preston, vient de signer un contrat de 15 millions d'euros avec nous le mois dernier. Mes parents restent figés, leur récit soigneusement construit s'effondrant autour d'eux. Eleanor se reprend la première, son choc se transformant en un déni désespéré. PDG, balbutie-t-elle, le mot étranger sur sa langue lorsqu'il s'applique à moi. À côté d'elle, Serafina commence à perdre pied, son sang-froid se désintégrant plus vite que celui de sa mère. Mensonge, hurle-t-elle, attirant les regards des invités proches. C'est que des mensonges. Elle est stupide. C'est moi qui ai réussi. Le désespoir dans sa voix aurait pu autrefois me satisfaire, mais maintenant, je ne ressens qu'une pitié froide. La personne que je suis devenue n'a pas besoin de sa destruction pour valider ma propre valeur. J'ai un diplôme de Yale, annonce Serafina, sa voix montant dans les aigus. Yale, je garde mon ton neutre, presque sympathique. C'est drôle. J'ai entendu dire que tu avais été renvoyé de l'université communautaire après un semestre. Ses yeux s'écarquillent de terreur, le fondement de son identité, sa prétendue supériorité, se fissurant sous ses pieds. Et associé à la fondation, je continue. Mes sources disent que tu es une bénévole non rémunérée pour les événements. Le visage de Preston se durcit, alors qu'il digère des années de tromperie. Je le vois mentalement revisiter des conversations, recalculer l'histoire de sa relation. Mon Dieu, murmure-t-il, presque pour lui-même. Tout ça n'était qu'un mensonge. Je reconnais ce regard, le catalogage d'incohérences qui prennent soudainement tout leur sens, les références vagues à des amis d'université sans détail, le diplôme qui était toujours mystérieusement perdu lors des déménagements, le titre à la fondation qui n'est jamais apparu sur aucun document officiel. Le personnage soigneusement construit de Serafina se désintègre en temps réel. Elle regarde, affolée, entre Preston et mes parents, ne trouvant aucun refuge dans leurs expressions choquées. Salope, siffle-t-elle, se tournant de nouveau vers moi. Avant que quiconque puisse réagir, sa main s'abat, frappant la joue de Preston dans une gifle qui résonne dans notre coin de la salle de bal. Des gardes de sécurité se matérialisent en quelques secondes, se dirigeant vers l'agitation avec une efficacité bien rodée. Preston reste immobile, une main sur sa joue qui rougit, les yeux remplis de dégoût. C'est fini, dit-il d'un ton sec. Faites-la sortir d'ici. L'équipe de sécurité saisit doucement mais fermement Serafina par les bras. Elle se débat contre leur emprise, sa robe de créateur s'enroulant autour de ses jambes, tandis qu'elle hurle des accusations et des menaces qui deviennent de plus en plus incohérentes à chaque seconde. Je croise le regard d'Elias à travers le chaos. Une communication silencieuse passe entre nous, une question sur notre prochain mouvement. Je hoche imperceptiblement la tête. Il est temps de quitter ce champ de bataille, selon nos propres termes. La guerre ne fait que commencer, mais la première victoire est indéniablement la nôtre. Le bourdonnement silencieux de la circulation nocturne de Manhattan filtrait à travers les fenêtres du salon huppé de l'hôtel Baccarat. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaude sur Carlin et Elias, assis dans un coin isolé, loin des regards curieux. Les doigts de Carlin tremblaient légèrement autour de son verre, le liquide ambré à l'intérieur captant la lumière à chaque petit mouvement. Le gala de la Fondation Métropolitan s'était terminé des heures auparavant, mais l'adrénaline circulait encore dans ses veines. Elias ne la pressait pas de parler. Il était simplement assis à côté d'elle, sa présence solide et rassurante. L'entente entre eux n'avait pas besoin de mots, cette nuit avait tout changé.
Les murs soigneusement érigés par Carlin autour de son passé avaient été franchis, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je ne m'attendais pas à les revoir, dit finalement Carlin, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle fixa son verre, voyant non pas le cocktail coûteux, mais les visages choqués de sa famille. Une partie de moi a toujours su que ce jour pourrait arriver, mais... Sa voix s'éteignit, incapable d'articuler pleinement l'étrange mélange de soulagement et de douleur qui la submergeait. 12 ans de silence s'étaient terminés en moins de 15 minutes de confrontation. Elias couvrit sa main de la sienne. Tu as tenu bon. C'est ce qui compte. Le matin n'apporta aucun répit. Le téléphone de Carlin vibrait sans cesse, avec des appels et des textos de numéros inconnus. Elle les parcourut dans son bureau à domicile, son café refroidissant à côté de son ordinateur portable. Le message vocal d'Eleanor était particulièrement vicieux. Tu as embarrassé cette famille pour la dernière fois. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Le message d'Arthur suivit, la voix de chirurgien dépouillé de son détachement clinique. Tu regretteras ce spectacle public. Nous t'avons mieux élevé que ça. Le pire, c'étaient les textos de Serafina, chacun plus délirant que le précédent. La façade parfaite de l'enfant prodige s'était complètement effondrée, révélant le désespoir en dessous. À la mi-journée, Carlin apprit par des canaux professionnels que Preston avait annulé les fiançailles. La famille Robinson n'avait pas perdu de temps pour lancer une contre-offensive, répandant des rumeurs sur les pratiques commerciales de Datasphere et sur le caractère de Carlin à quiconque voulait bien les écouter. 3 jours plus tard, Carlin se tenait dans son bureau au siège de Datasphere, contemplant la ligne d'horizon de Manhattan à travers des baies vitrées. La pièce était un témoignage de sa réussite, des récompenses alignées sur les étagères, des brevets accrochés dans des cadres élégants, et des photos d'équipe capturant des moments de triomphe que personne dans sa famille n'avait pris la peine de reconnaître. Son regard dériva vers un petit cadre, rangé sur une étagère inférieure, sa photo de fin d'études secondaires, le seul jour où ses accomplissements auraient dû être célébrés. L'image la montrait seule, en toge et en mortier, sans parents fiers ni membres de la famille à ses côtés. Elle avait appris à coder cet été-là, déterminée que si l'éducation lui était refusée, elle trouverait un autre chemin à Madame Thorne. Votre équipe juridique est là, annonça son assistante exécutive, interrompant ses pensées. Carlin se détourna de la fenêtre, redressant les épaules. Faites-les entrer. Alors que la porte se fermait, elle ajouta d'une voix qui portait le poids de sa décision, il est temps de tout documenter. Au cours des 2 semaines suivantes, Carlin fit face aux attaques de sa famille avec la même précision méthodique qui avait bâti son entreprise à partir de rien. Chaque appel, chaque texto, chaque rumeur fut cataloguée et contrée. Elle ne se laisserait plus surprendre. Le parking de l'hôpital Mount Sinai était presque vide lorsque Carlin rendit visite à un client qui se remettait d'une opération. Le claquement sec de ses talons résonnait entre les piliers de béton alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture. Elle ne remarqua la silhouette qui sortait de derrière une colonne que lorsqu'elle fut directement sur son chemin. Carlin. La voix de son père la stoppa net. Le docteur Arthur Robinson avait l'air hagard, son apparence habituellement impeccable montrant des signes de tension. C'est allé trop loin. Tu dois arranger ça. Arranger quoi, exactement, demanda Carlin, sa voix stable malgré son cœur qui s'emballait. Le fait que la vérité éclate. Arthur s'approcha, baissant la voix. Sais-tu combien de poursuites judiciaires font surface maintenant? Sans la protection juridique de Preston, d'anciens patients se manifestent avec des plaintes qui pourraient me ruiner. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Carlin. Le cabinet de Preston avait étouffé des plaintes pour faute professionnelle. Pas étonnant qu'ils aient été si pressés de cimenter le lien par le mariage. On dirait que tu récoltes ce que tu as semé, répondit Carlin, en faisant un pas pour le contourner. Arthur tendit la main vers son bras, mais se retint. Nous sommes ta famille, Carlin. Non, dit-elle simplement. Vous n'êtes plus ma famille depuis que vous avez volé mon avenir et m'avez mise à la porte. Le lendemain matin, Elias l'informa qu'il lui avait arrangé un service de sécurité. Juste le temps que les choses se calment, expliqua-t-il au petit déjeuner, son inquiétude évidente. Le conseil d'administration de Datasphere vota à l'unanimité pour la soutenir contre la campagne de dénigrement, comprenant que le succès de l'entreprise était inextricablement lié au leadership de Carlin. Son équipe juridique travailla sans relâche, constituant une documentation de toutes les interactions familiales, au cas où elles seraient nécessaires à l'avenir. Le plus surprenant fut l'email de Preston. Je veux que vous sachiez que je n'avais aucune idée de votre histoire avec les Robinson. Serafina a laissé quelques effets personnels dans mon appartement.
S'il y a quoi que ce soit qui puisse vous aider, c'est à vous. Une semaine plus tard, Carlin était assise dans son bureau avec son équipe de direction, regardant la chaîne d'information locale sur l'écran mural. Le docteur Arthur Robinson, chirurgien de renom, fait l'objet d'une enquête suite à de multiples allégations de fautes professionnelles, s'étalant sur plus d'une décennie. Il n'y avait aucune satisfaction à voir la carrière de son père imploser, seulement une résolution tranquille que la justice trouve parfois son chemin sans son intervention. Son équipe se rassembla autour de son bureau en une solidarité silencieuse, leur présence plus significative que n'importe quel lien biologique ne l'avait jamais été. Son téléphone sonna, affichant le numéro d'un concurrent majeur. La voix du PDG était douce, bien rodée. « Carlin, nous avons suivi la situation avec intérêt. Peut-être serait-ce le bon moment pour discuter d'une fusion. Pour se renforcer contre tout dommage potentiel à la réputation ?» Le regard de Carlin balaya son équipe, lisant leur confiance en elle. « Nous sommes plus forts que jamais. Pas besoin de fusionner par peur. » Après qu'elle ait raccroché, les hochements de tête approbateurs de ses cadres confirmèrent ce qu'elle savait déjà, il respectait son leadership, surtout à travers cette crise personnelle. Ce soir-là, dans leur pentouse, le sang-froid que Carlin avait maintenu pendant des jours se fissura enfin. Elias la trouva sur le balcon, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'elle regardait les lumières de la ville. « Tu n'as pas à être forte chaque minute, dit-il doucement, en passant un bras autour de ses épaules. Pendant 12 ans, j'ai cru que je n'étais rien, murmura-t-elle, que je méritais ce qu'ils avaient fait. Que j'étais défectueuse. Le mot s'étrangla dans sa gorge, l'étiquette qu'il avait définie pendant si longtemps. J'attends toujours de ressentir de la satisfaction en les voyant s'effondrer, continua-t-elle, en essuyant ses larmes. Mais je me sens juste. Libre. Elias la serra plus fort. C'est parce que tu ne leur ressembles en rien. Le lendemain, Carlin était assise en face d'un expert comptable judiciaire dans la salle de conférence, examinant des documents étalés sur la table polie. Des relevés bancaires montraient le transfert clair de 150 000 € de son fonds en fiducie vers le compte personnel de Serafina, 12 ans plus tôt. À côté, se trouvaient des reçus pour les dépenses du bal des débutantes de Serafina, totalisant le montant exact. C'est un cas d'école de détournement de fonds d'une fiducie, confirma l'avocat, en tapotant les papiers. Nous pourrions porter plainte immédiatement. Carlin examina les preuves devant elle. Non, décida-t-elle. Gardons ça comme notre police d'assurance. Ils ne tarderont pas à faire leur prochain coup. Cette nuit-là, son téléphone sonna juste après minuit. L'écran affichait un numéro inconnu, mais Carlin sut instantanément de qui il s'agissait. Carlin. La voix d'Eleanor semblait inhabituellement brisée. C'est ton père. Il a perdu sa licence. Carlin ne dit rien, attendant ce qui allait inévitablement suivre. Nous avons besoin de ton aide, continua Eleanor, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Nous sommes ta famille. De l'autre côté de la pièce, Elias leva les yeux de son livre. Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange silencieux se trouvait la force d'un véritable partenariat. Non, Eleanor, répondit Carlin, la voix ferme et claire. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes juste des gens qui partagent mon ADN. Elle entendit la brusque inspiration d'Eleanor avant de mettre fin à l'appel, coupant le dernier fil qui l'avait lié à son passé. 3 semaines après l'incident du gala, j'étais assise dans la salle de conférence vitrée de l'étage exécutif de Datasphere. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, illuminant les visages de mon équipe de direction alors que nous examinions les projections trimestrielles. La division analytique avait dépassé les objectifs de 17%, et notre algorithme fonctionnait mieux que prévu lors des tests bêta. Ces chiffres sont prometteurs, dis-je, en prenant des notes sur ma tablette. Discutons de l'accélération du calendrier de déploiement. Mon assistante, Rachel, apparut à l'entrée, son expression habituellement calme remplacée par une anxiété à peine dissimulée. Elle fit un geste d'excuse. « Madame Thorne, je suis désolé de vous interrompre, mais votre avocate est au téléphone. Elle dit que c'est urgent. » Quelque chose dans son ton me fit frissonner. Je fis un signe de tête à mon directeur financier pour qu'il poursuive la présentation et je passai dans mon bureau, refermant la porte derrière moi. « Diane, que s'est-il passé ?» demandai-je, en gardant ma voix égale malgré l'appréhension qui montait en moi. « Les Robinson ont intenté un procès contre vous, » dit-elle sans préambule. « Ils réclament 5 millions de € pour le soutien aux personnes âgées et l'obligation familiale.
Il invoque les lois sur l'obligation alimentaire. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Pas le choc, je m'y attendais à moitié, mais l'audace pure de leur demande. 5 millions d'euros. Après tout ce qu'ils avaient fait. Je pris une profonde inspiration, mon esprit calculant déjà les mouvements et contre-mouvements potentiels. Envoyez-moi la plainte complète. Je vais libérer mon après-midi. Ça va, Carlin, demanda Diane, son inquiétude évidente. Parfaitement, répondis-je, pensant déjà 3 coups à l'avance. Ce n'est pas inattendu, juste décevant. En moins d'1 heure, j'avais réuni mon équipe juridique dans la salle de conférence privée du 35e étage. 5 avocats étaient assis autour de la table, tandis que Diane exposait les détails de la plainte de la famille Robinson. Ils soutiennent qu'en tant que descendante financièrement prospère, vous avez l'obligation légale de subvenir aux besoins de vos parents âgés, dans leur moment de besoin, expliqua-t-elle, faisant défiler la plainte sur sa tablette. Ils ont cité vos revenus annuels, la valeur de votre entreprise, et ont même inclus des photos de votre pentouse, tirées de ce reportage dans un magazine d'architecture, l'année dernière. Jonathan, notre avocat principal, fronça les sourcils en examinant les documents. C'est un coup désespéré, mais qui pourrait traîner pendant des années si nous le laissons faire. Même avec les fondements juridiques les plus fragiles, le seul processus de communication des pièces serait envahissant et chronophage. Et la publicité ? Demandai-je, anticipant déjà la réponse. Potentiellement dommageable, admit Caroline, notre directrice des relations publiques. Ils ont déjà contacté 2 médias financiers pour des interviews. Nous avons réussi à retarder la publication, mais ils se présentent comme des parents âgés abandonnés, dont la fille a oublié ses racines. La salle de conférence devint silencieuse, alors que tout le monde attendait ma réaction. Je pouvais sentir leur inquiétude, non seulement pour la réputation de l'entreprise, mais pour moi personnellement. Ces gens me connaissaient, avaient travaillé avec moi pendant des années. Ils avaient vu les suites de l'incident du gala, étaient témoins de mon sang-froid extérieur tout en naviguant dans l'intérêt médiatique initial. Nous pourrions régler à l'amiable, suggéra Jonathan avec précaution. Faire disparaître ça discrètement, avec une fraction de ce qu'il demande. Disons, 1 demi-million. Avec des accords de non-divulgation en béton, bien sûr. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. Le verre était frais sous mes doigts, alors que j'examinais nos options. Non, dis-je finalement, en me retournant vers mon équipe. Je ne leur paierai pas un centime pour leur extorsion. Ma voix resta stable, mais la colère que je ressentais s'était cristallisée en quelque chose de froid et de précis, une arme plutôt qu'un handicap. Diane, contactez Melissa Ross chez Forensic Accounting. J'ai besoin que son équipe soit prête à travailler dès demain matin. Le lendemain, je rencontrai Melissa et son enquêteur financier, James Torres, dans leur bureau du centre-ville. Sur la table de conférence étaient étalés des piles de documents, relevés bancaires, papiers du fonds en fiducie, et dépôts légaux datant de 12 ans. Nous avons établi une piste papier claire, expliqua Melissa, en arrangeant les preuves chronologiquement. Quand vous avez eu 18 ans, le fonds en fiducie de vos grands-parents, de 150 000 euros, a été placé sous le contrôle de vos parents, en tant que fiduciaire. James pointa plusieurs signatures surlignées. Voici les signatures d'Arthur et Eleanor Robinson sur l'autorisation de transfert. Et ici, il fit glisser un autre document, se trouve le relevé bancaire montrant le montant total transféré sur le compte personnel de Serafina Robinson, 3 jours après votre départ de la maison. Et ceci, continua Melissa, en étalant une série de reçus, sont des paiements à Broderick Events Planning, Elite Couture, et à l'Hôtel Plaza, totalisant exactement 150 000 euros, le tout pour le bal des débutantes de Serafina, cet été-là. Je pris l'un des reçus, une robe sur mesure d'une boutique de créateurs. La date correspondait parfaitement à l'époque où je dormais sur le canapé d'une amie, travaillant en double service dans un café. C'est une preuve claire de détournement de fonds d'une fiducie, déclara James, d'un ton neutre. L'argent était spécifiquement destiné à votre éducation, selon les documents originaux de la fiducie. Malheureusement, ajouta Melissa, le délai de prescription pour les poursuites pénales a expiré, mais ces preuves sont convaincantes pour une contre-poursuite au civil. Je hochai la tête, prenant des photos de chaque document avec mon téléphone. Faites des copies de tout. Je veux que ces informations soient prêtes pour notre équipe juridique cet après-midi. 2 jours plus tard, le premier coup tomba. Les Robinson donnèrent une interview en larmes à une chaîne d'information locale. Eleanor,
vêtue d'un ensemble pull à prix modique que je ne lui avais jamais vu porter, tamponnait ses yeux avec un mouchoir, tout en décrivant leurs difficultés financières suite à la perte injuste de la licence médicale d'Arthur. Après tout ce que nous avons sacrifié pour son éducation, j'ai mis Eleanor à la caméra, qu'elle nous abandonne de cette façon. Le reportage présentait des photos de familles soigneusement sélectionnées, moi, à 10 ans, souriant entre eux lors d'une réunion de Noël, une autre de ma remise de diplôme du lycée, avec le bras d'Arthur maladroitement placé autour de mes épaules. Des photos qui créaient l'illusion d'une famille aimante, effaçant les années d'abus émotionnels et de négligence. Le matin, l'action de Datasphere avait chuté de 3 points. Une petite baisse, mais un avertissement de ce qui pourrait arriver si le récit continuait sans être contesté. Je passais en revue notre stratégie de réponse quand Elias a appelé. J'ai activé mon réseau, dit-il sans saluer. 3 journalistes financiers enquêtent déjà sur les finances de la famille, et Preston Vance a pris contact, il veut fournir une déclaration sous serment sur les tromperies de Serafina. C'est inattendu, répondis-je, ressentant une lueur de surprise. Pas vraiment. Apparemment, elle a essayé de se réconcilier avec lui en prétendant que vous l'aviez manipulé au gala. Ça ne l'a pas amusé. En quelques heures, le conseil d'administration de Datasphere publia une déclaration unanime de confiance totale en mon leadership. Mes employés organisèrent une campagne spontanée sur les réseaux sociaux, mettant en avant les réussites de l'entreprise et mes initiatives de mentorat. D'anciens enseignants et conseillers pédagogiques commencèrent à se manifester avec leurs propres déclarations. Elle a réussi malgré eux, pas grâce à eux, déclara mon professeur de calcul du lycée à un blog technologique. Carlin s'est construite à partir de rien, après que cette famille l'ait rejetée. Le vent tournait, mais je savais que nous avions besoin de quelque chose de plus définitif pour mettre fin à tout cela, une fois pour toutes. Ce jour-là, Rachel apparut de nouveau à ma porte. Il y a une dame âgée qui veut vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle est assez insistante. Elle dit s'appeler Margaret Thompson. Le nom ne me disait rien, mais quelque chose dans l'expression de Rachel a piqué ma curiosité. Faites-la entrer. Margaret Thompson entra lentement dans mon bureau, s'appuyant légèrement sur une canne en bois poli. Elle devait avoir dans les 80 ans, avec des cheveux argentés soigneusement coiffés et des yeux vifs qui m'évaluèrent avec une acuité inattendue. « Je suis Margaret Thompson, dit-elle, sa voix plus forte que son apparence fragile ne le suggérait. J'ai été la meilleure amie de votre grand-mère pendant 40 ans. Mon souffle se coupa. Mes grands-parents étaient décédés quand j'avais 14 ans. J'avais peu de souvenirs d'eux, juste de vagues impressions de chaleur et de visite pendant les fêtes. S'il vous plaît, asseyez-vous, dis-je, en désignant la chaise en face de mon bureau. Elle s'installa avec soin avant de continuer. J'étais l'exécutrice testamentaire du fonds en fiducie de vos grands-parents. J'ai gardé des copies de tous les documents originaux. De son sac à main, elle sortit un dossier de papier, jauni par le temps mais méticuleusement conservé dans des pochettes en plastique. J'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas, quand j'ai appris que vous n'étiez pas allé à l'université, continua-t-elle, en posant le dossier sur mon bureau. La fiducie avait été explicitement créée pour votre éducation. Mais je ne pouvais rien prouver sans votre coopération, et le temps que j'essaie de vous retrouver, vous aviez disparu. J'ouvris le dossier, les mains fermes. C'était là, les stipulations originales de la fiducie, en noir et blanc. Pour l'enseignement supérieur de notre petite fille, Carlin Eleanor Robinson. J'aurais dû en faire plus, dit Margaret, le regret lourd dans sa voix. Je suis désolé. À la fin de la semaine, mon équipe juridique avait déposé une contre-poursuite pour détournement de fonds. Le récit médiatique changea radicalement, à mesure que les preuves de la tromperie des Robinson émergeaient. D'anciens patients du docteur Robinson commencèrent à se manifester avec des récits de pratiques douteuses, maintenant que le parapluie protecteur du cabinet d'avocats de Preston avait été retiré. La maison de la famille Robinson apparut sur les listes immobilières, à un prix bien inférieur au marché, pour une vente rapide. Les appels d'Eleanor à mon bureau devinrent quotidiens, puis horaires, tous bloqués par le filtrage diligent de Rachel. Un contact professionnel rapporta avoir vu Serafina déménager ses affaires de son appartement de luxe vers une modeste location dans le Queens. Tard cette nuit-là, j'étais assise seule dans mon bureau, les lumières de la ville scintillant au-delà des fenêtres. Sur mon bureau se trouvait une vieille photographie que j'avais déterrée d'une boîte de rangement, moi, à 10 ans, assise entre Arthur et Eleanor lors d'un rare dîner de famille où ils avaient semblé presque fiers de moi. Elle avait été prise avant que les choses ne changent, avant que Serafina ne devienne le centre de toutes leurs espérances et ambitions,
avant que je ne devienne la défectueuse. Est-ce le bon chemin? Me suis-je murmuré, en traçant le bord de la photo du bout du doigt. Le léger clic de la porte qui s'ouvrait me fit lever les yeux. Elias se tenait là, sa cravate desserrée, sa veste drapée sur son bras. Je pensais bien te trouver ici, dit-il, en traversant la pièce pour s'asseoir tranquillement à côté de moi. Il ne parla pas, ne posa pas de questions, il offrit simplement sa présence, tandis que je mettais de l'ordre dans mes pensées. Ils ont choisi cette guerre, pas moi, dis-je finalement, en posant la photographie face contre table. Je sentais ma force revenir, le doute momentané s'effaçant sous la certitude que je reprenais enfin ce qui m'avait été pris, non seulement de l'argent, mais de la dignité et de la vérité. Demain, nous mettons fin à tout ça, dis-je, ma voix ferme et résolue. Le lendemain matin, mon téléphone sonna juste au moment où je sortais de la douche. Le nom de Diane s'afficha à l'écran. Le juge a ordonné une médiation obligatoire avant le procès, dit-elle, son ton suggérant que c'était une nouvelle importante. Confrontation en face à face avec la famille Robinson d'ici une semaine. Elle fit une pause. C'est en fait parfait, continua Diane. Es-tu prête à leur faire face? Je regardais mon reflet dans le miroir de la salle de bain, voyant non pas la fille défectueuse qu'ils avaient rejetée, mais la femme qui s'était transformée en quelqu'un qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Je suis prête depuis 12 ans, répondis-je. Elias apparut derrière moi, croisant mon regard dans le miroir. Il prit ma main, la serrant doucement en signe de solidarité, alors que nous nous préparions pour la confrontation finale. Le jour de la confrontation, je suis assise, parfaitement immobile, dans la salle de médiation stérile et sans fenêtre, le dos droit et le regard fixé devant moi. Les néons projettent une lueur crue sur la table de conférence où mes parents attendent mon arrivée. Ils ressemblent à des étrangers maintenant, des ombres hagardes des personnages impeccables qui, autrefois, inspiraient le respect dans chaque pièce où ils entraient. Eleanor tripote le poignet de sa veste de costume bon marché, bien loin des marques de créateur qu'elle portait autrefois comme une armure. À côté d'elle, Arthur est voûté, le chirurgien autrefois fier maintenant diminué, les yeux fixés sur la surface rayée de la table. Leur avocat, un homme nerveux aux cheveux clairsemés et aux vêtements mal ajustés, brasse des papiers sans but, clairement dépassés. Quand Elias et moi entrons avec mon équipe juridique, le changement de pouvoir est palpable. Mon tailleur Armani me semble être une armure de combat, alors que je prends place en face d'eux, mon expression ne révélant rien de la tempête d'émotions qui gronde sous mon extérieur calme. Carlin, ma chérie. Eleanor tend la main vers moi, sa voix s'adoucissant pour prendre le ton maternel qu'elle réserve aux performances publiques. Ne pouvons-nous pas parler en famille? Tout ça est allé trop loin. C'en est assez, Carlin, ajoute Arthur, sa voix essayant de retrouver le ton autoritaire qu'il utilisait autrefois pour me faire taire à table. L'effet est creux maintenant, comme un acteur qui a oublié ses répliques. Leur avocat se racle la gorge. Mademoiselle Robinson, vous comprenez sûrement l'importance de la loyauté familiale. Il y a eu un malentendu au sujet du fonds en fiducie. Vos parents ont toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour vous. Après tout ce que nous avons fait pour toi, ajoute Eleanor, les yeux brillants de larmes que je reconnais comme étant fabriquées. J'ai déjà vu cette performance. Je reste silencieuse, les regardant révéler leur désespoir à chaque mot. Elias est assis à côté de moi, sa présence stable manquant contre le ressac du vieux conditionnement qui menace de me ramener dans le doute. L'avocat des Robinson ajuste sa cravate de travers et pousse un document en avant. Nous demandons 5 millions d'euros de soutien, au titre des lois sur l'obligation alimentaire. Vos parents connaissent des difficultés financières, et en tant que leur fille, vous avez l'obligation légale de subvenir à leurs besoins. Sa voix gagne en confiance à mesure qu'il continue. Ce processus pourrait traîner pendant des années, mademoiselle Robinson. L'attention médiatique seule pourrait nuire de manière irréparable à la réputation de votre entreprise. Il se penche en avant, baissant la voix. Cela vous suivra pour toujours, à moins que vous ne régliez à l'amiable. La salle devient silencieuse, alors que tous les regards se tournent vers moi. Je sens la main d'Elias effleurer la mienne sous la table, un rappel que je ne suis pas seul cette fois. Mon avocate, une femme aux cheveux argentés et aux yeux perçants, pose un unique dossier manie sur la table. Le son de celui-ci glissant sur la surface polie semble résonner dans le silence tendu. Monsieur et madame Robinson, commence-t-elle, la voix calme et mesurée, vous poursuivez pour obtenir une pension alimentaire. Cependant, nous avons ici les registres financiers du fonds en fiducie de 150 000 euros, laissés pour l'éducation de Carlin.
Elle ouvre le dossier et fait glisser plusieurs relevés bancaires sur la table. Ces relevés montrent que le montant total a été liquidé et transféré sur le compte personnel de mademoiselle Séraphina Robinson. Le visage d'Arthur pâlit tandis qu'elle continue. Le transfert a eu lieu exactement 3 jours après que Carlin a été forcé de quitter votre domicile. Mon avocate tapote d'un ongle la date surlignée en jaune. Et, selon ses reçus, le but semble avoir été de payer ce qui semble être un bal des débutantes. La porte s'ouvre, et Margaret Thompson entre, ses cheveux argentés ramenés en un chignon soigné. À 78 ans, elle se déplace avec une dignité tranquille, serrant un portefeuille en cuir contre sa poitrine. « Voici Margaret Thompson », annonce mon avocate. Elle était l'exécutrice testamentaire de la fiducie établie par les grands-parents de Carlin. Margaret ouvre son portefeuille et produit les documents originaux de la fiducie. Ceux-ci stipulent que les fonds étaient exclusivement destinés à l'éducation de Carlin, explique-t-elle, la voix stable malgré son âge. Mon avocate poursuit l'assaut, posant d'autres documents sur la table, des papiers de transfert frauduleux portant les signatures d'Arthur et Eleanor, des reçus de fournisseurs pour le bal des débutantes qui correspondent au montant exact de mon fonds en fiducie, et enfin, des photographies de Séraphina dans une robe sur mesure élaborée. Ça, ce n'est pas du soutien, dit mon avocate, en se penchant pour que mes parents ne puissent échapper à son regard. Dans cet état, cela s'appelle un détournement de fonds. Elle fait une pause, laissant le mot en suspens dans l'air. Et c'est un crime. Eleanor halète, sa main se portant à sa gorge, un geste que je l'ai vu répéter devant le miroir. Arthur se ratatine physiquement sur sa chaise, les yeux fixés sur les preuves accablantes devant lui. Leur avocat leur murmure à l'oreille, le visage cendré. « Nous avons besoin d'un moment », demande leur avocat, en faisant sortir mes parents de la pièce. Quand ils reviennent 15 minutes plus tard, toute trace d'arrogance a disparu. Le maquillage d'Eleanor est maculé sous ses yeux. Arthur a l'air d'avoir vieilli de 10 ans pendant cette brève pause. « Nous souhaitons retirer notre plainte immédiatement », annonce leur avocat, la voix neutre. « Nous sommes prêts à engager des poursuites pénales », réplique mon avocate. « S'il te plaît, Carlin. » La voix d'Eleanor se brise, dépouillée de sa manipulation habituelle. « Nous allons tout perdre. » Arthur ne peut même pas me regarder, ses mains tremblant sur la table. L'homme qui commandait autrefois des salles d'opération semble maintenant totalement vaincu. Je prends une profonde inspiration, sentant le poids de ce moment, un carrefour que je ne m'attendais pas à atteindre. Des souvenirs me traversent l'esprit, être traité de défectueuse à table, regarder Séraphina recevoir des louanges pour sa médiocrité alors que mes réussites étaient méprisées, signer l'abandon de mon avenir en toute confiance, la nuit où ils ont changé les serrures de notre maison familiale. Je ne porterai pas plainte au pénal, dis-je finalement, ma voix forte et claire. Le soulagement traverse leur visage, mais je continue avant qu'ils ne puissent parler. En échange d'une ordonnance restrictive permanente et irrévocable. Je ne veux plus jamais vous voir, ni entendre parler de vous. Les papiers sont signés en moins d'1 heure. Les Robinson partent rapidement, les épaules affaissées par la défaite, évitant le regard de tout le monde. Je reste assise tandis que le médiateur confirme, cette affaire est officiellement résolue, Madame Robinson. Je me lève, me sentant plus grande que jamais. Elias me prend la main, la fierté évidente dans ses yeux. Magistralement géré, dit mon avocate à voix basse. C'est enfin terminé, réponds-je, et pour la première fois, je le crois vraiment. À l'extérieur du bâtiment, la lumière vive du soleil réchauffe mon visage. Je prends une grande bouffée d'air frais, me sentant plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Mon téléphone vibre dans ma poche, une alerte d'information sur le dépôt de bilan des Robinson. Je ne clique pas pour lire les détails. Au lieu de cela, j'éteins complètement mon téléphone et je prends la main d'Elias. Rentrons à la maison, dis-je, en regardant vers l'avenir, plutôt que vers le passé. Je suis prête pour la suite. Je me tiens devant les baies vitrées du siège social agrandi de Datasphere, observant le directeur marketing guider notre nouveau client lors de la cérémonie de signature finale. La lumière du soleil inonde la table de conférence polie, où un contrat, d'une valeur 2 fois supérieure à notre précédent record, attend les signatures. 6 mois se sont écoulés depuis la médiation, et l'entreprise n'a pas seulement survécu à la controverse, nous avons prospéré au-delà de toute projection. Madame Thorne ? Une jeune femme dans un blazer impeccable s'approche avec une tablette. J'ai les chiffres trimestriels prêts pour votre examen. Merci, Jessica. J'accepte l'appareil, parcourant les graphiques en hausse.
Le premier jour se passe bien? Ses yeux s'écarquillent légèrement. Comment le saviez-vous? Le col extra empesé. Je souris, me souvenant de mes propres débuts. Vous verrez que l'ambiance est assez détendue ici, une fois que vous vous serez installé. Jessica hoche la tête, se relaxant visiblement. J'étais nerveuse, surtout de travailler directement avec la fondatrice. Mon professeur a utilisé votre algorithme comme étude de cas le semestre dernier. Je remarque l'absence dans ces mots, aucune référence aux histoires de tabloïds, aucune allusion au scandale Robinson. Pour elle, je suis simplement la PDG qui a bâti quelque chose de remarquable. L'étiquette défectueuse, qui me collait autrefois à la peau, n'a aucun pouvoir ici. Si vous avez des questions sur le parcours de développement, ma porte est ouverte, lui dis-je. Nous avons un programme de mentorat pour les nouveaux programmeurs qui pourrait vous intéresser. J'adorerais. Merci. Alors qu'elle s'éloigne, j'aperçois Elias à travers les parois vitrées de mon bureau, appuyé contre mon bureau avec un petit paquet emballé. Il me repère et lève un sourcil. Plus tard cet après-midi-là, je décline une invitation du conseil des chefs d'entreprise tout en triant mes emails. Vous savez, ils adoreraient que vous preniez la parole au symposium de printemps, remarque mon assistante. Une visibilité énorme. J'apprécie l'opportunité, mais je passerai mon tour. Je ferme l'email d'un simple clic. Parce que les Robinson pourraient y assister, demande-t-elle, puis a l'air immédiatement désolée. Désolé, c'était peu professionnel. Non, c'est une question légitime. Je me penche en arrière dans ma chaise. Certains ponts doivent rester brûlés. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de limite. Je n'ai pas besoin de partager le même air que des gens qui ont essayé de me détruire. Mon téléphone vibre avec un message d'Elias. Toujours partant pour ce soir? 19h précise. Je souris, répondant par un simple « Je ne manquerai ça pour rien au monde ». La salle à manger privée du restaurant brille de la lueur des bougies lorsque j'arrive ce soir-là. Au lieu de seulement Elias, je trouve un petit groupe, mon directeur de la technologie, Marcus, Jessica, du service juridique, et 3 autres personnes qui se sont tenues fermement à mes côtés pendant le procès. Surprise, dit Elias, en me prenant la main. 1 an depuis la signature du plus gros contrat de Datasphere, ça valait la peine d'être célébré. Marcus lève son verre. À Carlin, qui nous a tous appris que la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de qui est présent, ajoute Jessica. Leur visage reflète ce que j'ai construit, pas seulement une entreprise, mais des liens basés sur le respect, plutôt que sur l'obligation. La chaleur dans la pièce ne ressemble en rien à la formalité froide des réunions de famille Robinson. Je suis reconnaissante envers chacun de vous, dis-je, la voix stable. Vous avez vu de la valeur là où d'autres voyaient une déficience. Après le dîner, Marcus me prend à part. Les formalités de la fondation de bourse sont finalisées. Les premiers versements auront lieu le semestre prochain. La fiducie éducative Datasphere, ma réponse au fonds en fiducie qui m'a été volée. 5 bourses complètes par an pour des étudiants défavorisés, sans soutien familial, avec un mentorat personnel inclus. Le cycle de l'inégalité éducative, brisé, un étudiant à la fois. Un timing parfait, lui dis-je. J'aimerais être là quand nous annoncerons les premiers bénéficiaires. 2 semaines plus tard, j'accepte un prix humanitaire du Conseil du leadership technologique, me tenant devant une foule qui se lève à l'annonce de mon nom. Les applaudissements me submergent comme une eau chaude. Je pense fugitivement à un autre gala, à des mots chuchotés et des mains agrippantes, mais le souvenir ne recèle plus aucune douleur. Mon discours d'acceptation se concentre entièrement sur les opportunités futures, plutôt que sur les luttes passées. Pas un mot sur les Robinson ne franchit mes lèvres. Ils ne méritent même pas cet espace dans ma vie. Ce soir-là, Elias et moi nous tenons sur le balcon de notre penthouse. Les lumières de la ville s'étalent devant nous comme des étoiles tombées du ciel. Le prix est posé sur la table basse derrière nous, sa surface en cristal captant la douce lumière de la lampe. Penses-tu encore à eux, demande Elias, son bras autour de ma taille. Je réfléchis à la question, réalisant que la réponse vient plus facilement maintenant. De moins en moins chaque jour. C'est la guérison. Ils ne m'ont pas brisé, dis-je, en me blottissant dans son étreinte. Ils m'ont montré à quel point je pouvais être forte. L'air de la nuit est pur dans mes poumons, plus lourd de vieux ressentiments ou de douleurs. Certaines personnes vous apprennent ce que vous devez devenir, d'autres, ce que vous ne devez jamais être.
Je suis reconnaissante pour ces 2 leçons, maintenant. Avez-vous déjà eu à fixer des limites avec des membres de votre famille qui ne voyaient pas votre vraie valeur? Qu'est-ce qui vous a donné la force de tenir bon? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.